Bonjour à tous. Alors, je le garde ou je le garde pas? Je le garde et je le garde pas. Le masque se garde et se garde pas? Non. Le masque se garde ou ne se garde pas. J'ai donc décidé de ne pas le garder. Bonjour à tous. Bon, la question du ou et du et en coaching est fréquente. Et combien de fois, nous, coachs, nous posons cette question à nos clients qui viennent nous dire est-ce que je suis gentil ou est-ce que je suis méchant? Est-ce que je suis souple ou rigide? Et nous leur répondons, peut-on être les deux à la fois? Et bien sur ce coaching à distance, c'est une question que je me suis posée. Est-ce que c'est un danger ou une opportunité? Est-ce que c'est un danger et une opportunité? Et à travers un certain nombre d'éléments, je vais essayer d'y répondre. La première fois que cette question m'a interpellée, c'était il y a bien longtemps, il y a plusieurs années. Une cliente m'appelle, recommandée, et me demande de chercher un coaching. Cette cliente était basée au Luxembourg. Et ça m'a interpellée en disant pourquoi as-tu besoin d'un coach basé à Paris, ce qui est mon cas, alors qu'au Luxembourg, il y a plein de coachs qu'elle aurait pu choisir. Et cette question-là, finalement, a été le cadre beaucoup de cet accompagnement, d'essayer de comprendre, et je lui ai posé la question pourquoi elle avait choisi, volontairement et inconsciemment, ou inconsciemment, ce coaching à distance, un coaching qui a eu lieu quasiment tout le temps à distance. Lorsqu'on a commencé à travailler sur la demande, qui était sur le papier une demande un peu classique de leadership et d'un peu de prise de recul par rapport à ses équipes, je me suis rendu compte qu'il y avait une question qui sous-tendait cette demande, qui était une question de place. Elle était française, elle était femme, et elle travaillait au Luxembourg, et tous les matins, elle passait la frontière pour aller travailler. Et très très rapidement, cette jeune dame qui avait 32 ans, je me suis rendu compte que ce travail n'était pas un travail pur de management, sur son management, mais plutôt un travail sur sa place. Et je pense que, et on s'est posé la question, de savoir que c'est finalement volontairement, inconsciemment, qu'elle a choisi ce coaching à distance parce que ça reflétait finalement ce qu'elle vivait, au quotidien, de cette place complexe, de cette distance par rapport à elle. Elle était aussi d'origine immigrée italienne. Et je trouve que pour moi, c'était vraiment très... Première question, c'est peut-on volontairement choisir un coaching à distance? Et en tant que coach, comment moi, je vais essayer de trouver ce cadre, cette place qui va nous permettre de travailler. Pour reprendre l'exemple de cette cliente luxembourgeoise, le travail à distance a été intéressant parce que dès la tripartite, elle était avec son chef dans le même bureau. À l'époque, il n'y avait pas de masque. Et moi, à distance, et je me suis rendu compte que déjà dans la tripartite, sa position par rapport à la caméra était une position de se cacher, de distance par rapport à la caméra. Et c'est vrai que tout ce travail qu'on a pu travailler ensemble sur sa place, j'ai choisi comme fil conducteur de travailler sur ce choix conscient ou inconscient qu'elle avait fait du coaching à distance. Et j'ai pu, grâce à cela, et j'ai dû, grâce à cela, développer un cadre, un processus qui me permettait de travailler avec elle et puis ensuite avec tous les suivants dans une démarche bienveillante, dans une démarche de création de relations. Et la caméra, l'écran, finalement, était différent d'un coaching classique. Je n'avais plus ce qu'on a tous, c'est cette première séance incroyable, cette personne qui arrive dans notre bureau, qui marche, qui nous regarde, qui sent, qui nous serre ou pas la main. Bien entendu, tout ça était différent, mais j'ai vraiment ressenti le besoin, et grâce à elle, ça a été ma première expérience il y a de nombreuses années, de développer un cadre qui me permette, en toute bienveillance, de travailler avec cette personne à distance. Ce travail qui a duré plus d'1 an m'a permis justement d'être à l'aise avec ma posture, et je pense que ça va être le cœur de mon intervention. Un coach à distance, il faut qu'il ait envie d'y être. Il faut qu'il y ait un vrai désir de coaching, tout en étant très clair sur le cadre. Ce cadre, je le partage dans l'écrit que nous partagerons avec vous, mais il parle de comment positionner l'écran, il parle de questions avant la séance, puisque le temps est différent. Chaque séance de coaching a tendance à succéder à d'autres réunions. Et ce travail-là, ce cadre-là, je me suis rendu compte qu'il apportait quelque chose à ce coaching à distance et il permettait de travailler, et nous en reparlerons. Le 17 mars, de façon permanente, ce coaching à distance est devenu pour nous tous une réalité, une quasi-obligation. Et il nous a, je pense, confrontés non plus à cette question du choix, mais à une question de comment s'approprier
cette distance, cet écran qui vient effectivement être comme un écran, comme un masque entre, qu'elle le dire, entre le coaché et nous, et en quoi notre travail sur notre réflexivité, notre identité de coach doit se faire pour décider si oui et ou non ce coaching à distance peut faire partie de notre pratique. De quoi ai-je besoin à distance pour coacher à distance? Est-ce que je souhaite coacher à distance? Comment je peux créer une relation de confiance sans ce corps présent, cette odeur, ce corps qui bouge de l'autre? Je pense que ce concept de corps-présence, je l'ai développé parce que le corps est présent, le corps est là. Et ça me paraît clé dans ce qui nous intéresse. En quoi l'absence du corps de notre client, mais aussi l'absence de notre propre corps, de ce corps à corps, qui peut être un élément clé d'une réussite d'un coaching, ou quelquefois, et ou d'un échec, comment le remplacer par une présence qui serait différente? Peut-être justement en associant cette présence à ce qu'on appelle en coaching ce tiers-lieu, notre bureau, qui est ce lieu confortable, sécurisé, où le coach entre et s'installe. Comme l'a dit Annie, la capacité de bouger, d'exprimer dans son bureau sa souffrance, sa joie, ses inquiétudes, n'est pas possible à distance. En tout cas, je ne peux pas bouger. Enfin, encore que moi, je suis capable d'utiliser mes mains. Mais du coup, est-ce qu'à travers l'écran, et peut-être vous me répondrez à l'issue de cette intervention, on peut exprimer autre chose, on peut ressentir quelque chose qui n'est plus une corps-présence, mais quelque chose de l'ordre de la présence processus. Et donc je crois qu'en tant que coach, il est nécessaire de développer d'autres capteurs, d'autres radars qui vont nous permettre de percevoir les émotions, qu'elles soient souffrance, qu'elles soient joie, qu'elles soient inquiétude d'un coaché à travers l'écran. Présence, processus, c'est présence, et c'est ce mot processus qui vient du latin, qui veut dire quoi? Pro, c'est aller vers l'avant, et cessus, c'est d'errer, marcher. Donc c'est marcher vers l'avant. Comment marcher vers l'avant malgré cette absence de corps, par cette présence processus qui fait partie de notre quotidien, puisque je suis là, en face de vous, à travers un écran. Depuis 12 mois, nos clients travaillent plus de la moitié de leur temps, voire un temps plein, en fonction des confinements, de chez eux. Ils participent à des réunions, ils échangent, ils chattent, ils construisent, ils trouvent ou ne trouvent pas leur place au sein d'un environnement qui a explosé. Et cette présence processus mouvante est maintenant une réalité de notre quotidien professionnel. Les débats actuels sur le travail, après tout cela, montrent bien que les entreprises, en tout cas, réfléchissent sérieusement à proposer à leurs salariés de passer 20, 30, 40, 50% de leur temps ailleurs. Cet ailleurs, c'est un processus, c'est un lieu de travail qui lui aussi va devenir mouvant. On va travailler de chez soi, de bureaux ouverts, de flex office, de open space, de peu importe de ce qu'il y a, on travaillera à des lieux différents. Cette notion de tiers-lieu explose et l'écran, la distance est ce tiers-lieu. La présence devient un processus et elle est mouvante. Et le miroir devient, l'écran devient miroir de notre vie, D'ailleurs, miroir qui quelquefois peut être narcissique. Je dirais que pour moi, une des choses qui me dérange le plus et que j'ai incluse dans le cadre, c'est que le coaché puisse se voir avec ce retour d'image. D'ailleurs, je lui demande fréquemment de bloquer ce retour d'image, comme je le fais pour moi, et ça a changé quelque chose dans mon travail. Le coaching professionnel et nous, en tant que coach professionnel, on ne peut pas nier ces nouveaux éléments, ce nouveau contexte du travail. C'est une nouvelle virtualité qui fait que la réalité professionnelle aujourd'hui, la nôtre et celle de nos clients, intègre cette distance. Bien entendu, en tant que coach, on peut être à l'aise ou pas à l'aise avec cette distance. On peut regretter le temps d'avant, bien entendu, le temps d'un lien en corps-présence. Et on peut souhaiter, et je le souhaite, que nous retrouvions une façon de vivre où je pourrais toucher mes amis, les embrasser. Entre vous et moi, je ne me suis pas gênée à Noël, mais je suis toujours là. Alors, bien entendu, c'est un choix. C'est un choix qui se fera en fonction de ce que nous sommes, mais aussi en fonction
de ce que nous aurons appris à métacommuniquer à travers l'écran. Comment faire? Comment je peux, à travers les mains, à travers le regard, à travers le sourcil, à travers le silence, comment je peux reconnaître chez mon client et chez moi qu'il se passe quelque chose que le langage n'apporte pas? À la fin de sa vie, Proust se plaisait à vivre à distance et il nous a rappelé quelque chose, une phrase que j'aime beaucoup. Il disait, je lis, « Le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ça ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux. De voir l'univers avec les yeux d'un autre, de cent autres. De voir les 100 univers que chacun d'eux voit, que chacun d'eux est. Et cela, nous le pouvons avec un Elstir, avec un Vinteuil, avec leur pareil. Nous volons vraiment d'étoile en étoile. » La distance nous oblige-t-elle à développer d'autres yeux, d'autres sens? Une chose qui m'est pas parue importante dans le coaching à distance, c'est le poids du silence. À l'origine, les premières réflexions, lorsqu'on faisait un coaching à distance téléphonique, quand un silence s'installait, on pouvait penser que c'était la technique qui foirait. Mais à distance et en vidéo, on voit les yeux du client bouger, on le voit, ce silence. Et j'ai eu récemment un client sur lequel on travaillait beaucoup sur l'autorité, qui avait des silences enveloppants, des silences envoûtants lorsque je lui posais des questions. Impressionnant. Et je laissais ce silence s'installer entre nous. Je lui ai d'ailleurs demandé un jour si ces silences, il avait le sentiment qu'à distance, ils étaient plus présents que lorsqu'il était encore présence. Sa réponse spontanée a été de dire « Je pense qu'ils sont plus présents à distance ». Je lui ai demandé de vérifier auprès de son entourage, de ses collègues, qui ont confirmé qu'en distance, les silences étaient plus forts. Et ces silences-là, moi je me souviens qu'à l'issue d'une... Enfin, j'ai créé l'issue d'une séance avec ce client, parce qu'un jour, le silence a été là, et il m'a dit, cette question est importante, et je lui ai dit, je vous propose d'arrêter. Alors, bien entendu, la distance nous prive du corps-présence, elle crée du manque. Ce manque peut nous envahir, comme ce manque peut être une opportunité. La distance peut et doit se nourrir d'autre chose, et c'est à nous, coachs, de comprendre que c'est dans cette distance, à cette place, que nous pourrons éventuellement développer notre posture et notre identité. Au-delà de la pandémie, je suis convaincue que nous sommes rentrés dans un monde nouveau où les outils technologiques virtuels vont continuer à nous proposer ou à nous imposer des solutions alternatives au corps-présence qui nous obligeront à intégrer dans notre posture des modalités autres. Certaines, oui, peuvent être effrayantes et de nombreux films comme Her, que je vous recommande de voir, montrent que la virtualité peut être un leurre. Mais les outils d'analyse via l'intelligence émotionnelle de ce qui se passe en réunion sont déjà là, sont déjà présents. Microsoft nous en propose et on peut se convaincre que tous nous en proposeront. Et donc pour terminer, nous serons responsables, chacun avec notre singularité, de créer un cadre dans lequel ces outils pourront enrichir notre pratique et ou la réduire. Alors à mes yeux, nous sommes dans un monde de « et » non de « ou ». Merci beaucoup.